Extreme Rules! Extreme Rules! Extreme Rules! Extreme Rules! Extreme Rules! Extreme Rules! Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver après un mois d'absence pour parler de The Horror Show at Extreme Rules, un nom très particulier. Comme vous le savez maintenant, il y a un nouveau nom, il y a un slogan à chaque pay-per-view. Et pour cette édition d'Extreme Rules 2020, ils ont été carrément du côté de l'horreur, de l'épouvante, même si c'est pas du tout la période d'Halloween, mais c'est pas grave. Et ce show, il va être très bizarre. Et ce show, il me fait peur, dans tous les sens du terme. Il me fait peur parce que je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Et je crains aussi le pay-per-view à nouveau de transition, après un backlash qui était hyper filler, le greatest filler ever, comme j'avais titré dans ma vignette. Là encore, on a affaire à un pay-per-view qui est placé un peu dans le ventre mou de l'année civile, entre WrestleMania et SummerSlam. Donc on peut se dire qu'il ne va pas se passer grand chose en termes, on va dire, de titres, particulièrement, qu'il va pas y avoir beaucoup de changements. De toute façon, on va en parler. Et on peut se dire que à l'heure actuelle, nous n'avons que 6 matchs officialisés sur la carte. Je ne dis bien que 6, puisque il y en a un 7e, mais qui n'a pas été officialisé. On va justement parler tout de suite. D'abord, on va faire une parenthèse sur les matchs potentiels. Vous savez, souvent, j'aime bien parler des matchs potentiels qui n'ont pas encore été annoncés, pour déjà anticiper sur les annonces qu'il va y avoir dans la semaine, voire au dernier moment, le jour du pay-per-view. Alors, voici le visuel. Nous avons tout d'abord, justement, ce fameux 7e match qui a été annoncé, mais sans être officialisé pour le pay-per-view. C'était le Jeff Hardy contre Sheamus dans un bar fight. Ça a été annoncé lors du dernier SmackDown. C'est John Morrison et le Miz qui ont annoncé à Jeff Hardy la stipulation. Et on reste bien entendu toujours dans cette histoire de vieux démons, l'alcool, la drogue, etc., mais là, plus particulièrement l'alcool. Sheamus, lui, il est derrière son bar, il est chez lui, en webcam, et c'est justement ça qui, on va dire, ça me le doute, c'est que on ne sait pas s'il va être en mesure d'être disponible pour les enregistrements et pour le match, pour tourner le match, puisque justement il est confiné chez lui, ce qui fait, je pense que c'est la raison pour laquelle il n'a pas été officialisé pour Extreme Rules. Le match aura lieu, bien sûr, mais il n'est pas impossible qu'il ait seulement lieu en weekly, à l'image de Orton Big Show, qui vient d'être annoncé donc hier à Raw, non pas à Extreme Rules comme on aurait pu le penser, mais seulement dans la prochaine édition de Monday Night Raw, donc juste le lendemain d'Extreme Rules, donc lundi prochain. Probablement encore une astuce pour à la fois ne pas avoir une carte trop dense, puisque vous savez, Vince, visiblement, il veut pas avoir des cartes trop denses et des shows qui durent 3 heures. Donc c'est vrai que depuis quelques temps, on a des pay-per-view qui sont plutôt light en termes de durée. On est autour de 2h20, 2h30, ce qui est déjà beaucoup plus digeste. Et deuxième raison, aussi, pour les audiences
essayer de placer, allez, un match par-ci par-là qui peut être un petit peu pay-per-view material, comme on pourrait dire. Et là, c'est le cas avec un non-sanction match non sanctionné entre Big Show et Orton qui aura donc lieu la semaine prochaine. Et justement, ce Hardy Sheamus, à mon avis, il n'est pas été annoncé et officialisé pour le pay-per-view. D'abord donc par rapport à la situation de Sheamus, parce ça a l'air assez incertain, on va dire, même si on n'a pas beaucoup d'infos. Et peut-être que ça sera aussi, de la même façon qu'Orton et Big Show, un pendant pour SmackDown, un match pour les audiences aussi, de mettre ce match dans un weekly, peut-être lors du prochain, pas le SmackDown qui vient là, pas pour le, je ne pense pas que ce sera pour le Go Home Show, mais plutôt pour le SmackDown suivant. Parce que s'ils arrivent à le diffuser pour le SmackDown de cette semaine, pourquoi est-ce qu'ils le diffuseraient pas à Extreme Rules? Il y aurait une place. Bon, en plus c'est une stipulation à peu près extrême, si on peut dire. Bon, on va dire que c'est une bagarre dans un bar. Bon, ça pourrait passer, ça pourrait s'insérer, je dirais, assez aisément dans une carte d'Extreme Rules. Voilà, en étant un petit peu large d'esprit, si on peut dire. Il y aurait une place. Et puis bon, actuellement on n'a que 4 matchs d'Euro. On a 4 matchs d'Euro et seulement 2 matchs de SmackDown qui ont été officialisés. Donc à SmackDown il va falloir remplir un peu tout ça. Si c'est possible. Mais pour l'instant le Jeff Hardy, Sheamus, n'a pas été annoncé pour Extreme Rules. Maintenant si je dois donner un pronostic, donc je donne Jeff Hardy qui est sur une route vers la rédemption. On vient de diffuser un Chronicle sur le WWE Network dimanche à son sujet. Voilà, c'est quand même une grosse histoire. Voilà, il déballe tout, ces vieux démons. Et ce bar fight, c'est un peu, donc c'est sa revanche et c'est le match numéro 3, face à Sheamus, puisqu'il l'avait gagné la première manche entre guillemets lors du tournoi Intercontinental. Il l'avait battu avec un roll-up. Sheamus avait pris sa revanche à Backlash et donc c'est ce que je vous avais dit d'ailleurs dans mon pronostic. Je voyais bien Sheamus gagner ce match à Backlash pour avoir la belle à Extreme Rules et ça va être peut-être le cas donc peut-être. Et je pense que c'est le match que Jeff Hardy doit gagner pour gagner cette rivalité et passer à autre chose. Peut-être un titre mondial puisque c'est vendu en tout cas comme son dernier run. Il le dit quand même. On l'entend, on le devine. Et c'est peut-être la dernière chance pour Jeff Hardy. Alors oui, beaucoup de gens trouvent que c'est un peu mal placé de parler de tout ça, de déballer tout ça. Oui, c'est vrai que c'est délicat. C'est délicat. Maintenant, comme je l'avais dit la dernière fois, si ça peut aider Jeff Hardy dans sa guérison, dans sa convalescence, parce qu'il est toujours malade en quelque sorte. C'est une vraie maladie, c'est un vrai poison l'alcool. Si ça peut l'aider, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Même si allez, le public, les fans sont un peu, entre guillemets, otages de tout ça, puisqu'ils subissent ça, on va dire, à l'écran. C'est vrai que c'est un peu malaisant, mais si ça peut permettre à Jeff Hardy de ne pas retomber, et vraiment qu'il ait sa dernière chance, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Maintenant, s'il replonge une énième fois, là, je lui dirais, putain, non, là, c'est abusé, quoi. Là, c'est abusé. Et donc, j'espère vraiment que ça va servir, tout ça, ce reportage, tout ce qu'ils ont pu faire, tout ce qu'ils ont pu bâtir autour de cette rivalité, et surtout de l'histoire de Jeff Hardy, si ça peut permettre de le réhabiliter, et de lui faire un dernier run décent, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà, et donc c'est pour ça que pour moi, il faut que Jeff Hardy remporte cette rivalité, même si ça me fait chier pour Sheamus. Maintenant, si c'est dans un bar fight, ça peut le protéger, voilà, c'est pas un ring, bon, pourquoi pas. Maintenant, on connaît rien de la stipulation, qu'il y aura un arbitre, on sait rien en fait. Alors attention, parce qu'évidemment ça me rappelle, on va dire la petite parenthèse qu'il y a eu entre Jack Hager et Adam Page au Stampede Stadium match de Double or Nothing. Donc attention à pas faire un truc un peu similaire. Voilà, on va s'envoyer valser par-dessus le bar. Un peu en mode western, faire dégringoler les verres, donner des coups de queue de billard. Voilà, attention, qu'on rappelle des petits rappels de billard, voilà, des choses qui vont peut-être un peu être comparées au Stampede Stadium match. Attention,
hein, donc c'est juste ça où j'ai un petit bémol, attention, hein, parce qu'en ce moment on est beaucoup en train de se comparer les uns et les autres, hein, entre les deux brands. Jericho aussi le fait, voilà, il aime bien se remettre en avant, hein, par rapport à la à WWE, donc attention, attention, à voir. Maintenant, bon, le match, on sait pas s'il va avoir lieu. On va passer à la suite. Donc, je donne Jeff Hardy, en tout cas, si le match devait avoir lieu à Extreme Rules. Un autre que je vois, peut-être un peu moins, mais bon, je l'ai quand même mis, c'est Street Profits contre André Garza et Andrade. Puisqu'effectivement, André Garza et Andrade, là, ils sont en train de battre. Ça fait quand même plusieurs fois qu'ils battent les Viking Raiders. Ils ont affiché leurs ambitions. Il y a beaucoup de fritures sur la ligne entre les deux, on les voit beaucoup s'engueuler, mais là, depuis l'Euro d'hier, on voit qu'il y a quand même une certaine unité qui a été enfin trouvée entre les deux. Donc, c'est peut-être le bon moment là pour les mettre sur les titres. Maintenant, bon bah c'est pareil, un peu point d'interrogation en ce qui concerne les Street Profits, qu'on ne voit plus trop en ce moment. Confinement peut-être, ou aussi, et où je dirais, le fait que Angelo Dawkins vient d'être papa. C'est possible aussi que du coup il est un petit peu en pause actuellement, et alors c'est pour ça que si ce match devait avoir lieu à nouveau à Extreme Rules, je donnerais la victoire, je tenterais André Garza et Andrade pour être les nouveaux champions, parce que ça fait un petit moment maintenant que les Profits sont champions, donc ça serait bien de changer un petit peu, et puis bah, ça permettrait à Dawkins du coup d'être un peu tranquille pour pouponner tranquillement, voilà, et donner les ceintures à une nouvelle équipe qui monte en puissance, mine de rien, un duo latino, voilà, qui commence à trouver ses marques petit à petit, sous la houlette bien sûr de Zelina Vega. Ça peut être sympa de changer un peu les ceintures, voilà, je vois un peu ça comme ça. Ils ont bien buildé le truc. Viking Raiders, ça fait quand même plusieurs fois qu'ils se font battre, là ils ont encore perdu hier dans un match à élimination, à 2 contre 2, donc ils sont bien installés en tant que challenger numéro 1, hein, très probablement, donc je donnerai Andrade et Garza. Et un autre match qui semble bien plus probable, c'est un tables match entre les New Day et Cesaro et Nakamura, donc les wrestling puristes, puisque c'est vrai que là, Cesaro et Nakamura, ben, ils ont battu déjà les New Day en 1 contre 1. Nakamura a battu récemment Kofi, et bah, le dernier SmackDown, bon bah ils se sont affrontés, et puis c'est parti malheureusement en double DQ, en no contest. Et ils ont ressorti des tables, ce qu'ils avaient déjà fait un petit peu la semaine d'avant. On sort des tables et on tabasse les New Day. Voilà, c'est comme ça que s'est terminé le dernier SmackDown. Un SmackDown affreux, entre parenthèses d'ailleurs, il était vraiment mauvais. Mais on a terminé sur une grosse powerbomb de Cesaro sur Kofi, sur une table, et avec Biggie qui était déjà allongé sur cette même table, hein. Donc c'était vraiment une powerbomb de Kofi sur Biggie sur la table, donc c'était quand même assez impactant. Donc ça annonce probablement un match à Extreme Rules, un tables match. Donc ça rentrerait bien dans le thème du pay-per-view. Donc voilà pourquoi j'ajoute aussi ce match. Et puis aussi, ça permettrait justement d'ajouter un petit match du côté de SmackDown, comme je vous le disais, n'est pas beaucoup représenté dans ce pay-per-view pour l'instant, avec seulement 2 matchs contre 4 pour Raw. Donc celui-là, j'ai de bons espoirs qu'il soit diffusé. Voilà pour l'instant ce que je peux vous donner comme match potentiel, puisque Orton, Big Show, on dégage. Et Mandy Rose et Sonya Deville, c'est complètement disparu de la circulation, donc ça je l'enlève complètement. Corbin contre Riddle. Allez, je peux peut-être vous mettre celui-là, je l'ai pas mis, mais Corbin contre Riddle, c'est pas impossible aussi, puisque Matt Riddle affronte AJ Styles vendredi pour le titre intercontinental, et il est fort à parier que Corbin va intervenir, provoquer sa propre défaite, enfin la défaite de Riddle, et qu'il y aura peut-être une explication à Extreme Rules, avec ou sans stipu. Bon, j'espère que ce sera pas un Kiss My Foot match, voilà, comme on montre beaucoup les pieds de Riddle, il faudra embrasser les pieds du vainqueur, enfin un truc comme ça, ou alors embrasser les pieds du roi, hein, si c'est le roi qui gagne. Attention à ce stipu, c'est pas impossible non plus qu'elle ait lieu, ou alors AJ Styles qui défendra son titre, peut-être à nouveau contre Riddle s'il y a un rematch, selon le finish qu'on aura à Extreme Rules. Aussi une autre possibilité. Voilà, maintenant on va passer directement à la carte principale donc et au show officiel, hein. On va avoir un match comptant pour le championnat des États-Unis entre Apollo Crews et MVP. Et oui, étonnant. Effectivement, MVP avait fait le pin sur Crews récemment. Il lui avait porté une superplex un peu une perfect plex à la Mr Perfect, hein, et il avait gagné.
Donc bah il se mérite un match de championnat. C'était un peu dommage parce que bon, évidemment, on préférait plutôt voir Bobby Lashley dans ce rôle. Maintenant, justement, c'est peut-être la seconde lame. La seconde lame, c'est-à-dire plus pour SummerSlam, Cruz contre Bobby Lashley. Et d'abord MVP en sous-main pour l'instant, dans un premier temps. Sachant que, vous avez dû le voir, MVP a présenté le nouveau look de la ceinture US, que je trouve pas terrible, on va dire. Il y a pire, elle est pas non plus dégueulasse, mais je trouve qu'elle manque un peu de couleur, elle est un peu palote, un peu trop dorée, et je trouve ça manque de bleu, surtout sur le drapeau américain, par rapport à celle qu'il y avait avant, hein, que vous pouvez voir d'ailleurs sur le visuel. On voyait bien le bleu, enfin là, vraiment la bannière étoilée, le bleu, le rouge et le blanc, on voyait bien les trois couleurs de façon vraiment uniforme sur la ceinture. Là, je trouve qu'on voit pas assez le bleu, on voit un peu plus le rouge, un peu plus le blanc, et surtout beaucoup de doré. Le doré éclate, vraiment dépasse tout le reste, et je trouve que du coup, ça rend un peu le truc un peu palo et un peu fade. Voilà, c'est un peu mon avis personnel sur cette ceinture. Et donc un Apollo Crews qui était également fait partie de ceux qui sont un peu absents des shows depuis quelques temps, hein, avec Austin Theory, avec les Street Profits notamment. On le voit plus, Apollo Crews, ça fait 2-3 semaines maintenant. Donc pareil, c'est un peu mystérieux, c'est probablement le confinement, j'ai envie de dire, pour des raisons de sécurité. Maintenant, le match est annoncé pour Extreme Rules, donc il va avoir lieu, hein, donc on s'attend à voir Apollo Crews. Il faut aussi ajouter qu'il y a une autre histoire en parallèle pour faire le contexte du match. C'est que maintenant on voit de plus en plus, enfin j'ai envie de dire, Ricochet et Cedric Alexander un peu dans l'histoire, puisque MVP il essaye encore de recruter et il fait un peu, il fait la cour à Cedric Alexander là depuis 2-3 semaines. Il est en train de jouer un peu, d'être dans la tête de Cedric Alexander, de faire un peu de mind game et dire t'en as pas un peu marre d'être un peu le sidekick, hein, d'être un peu le sous-fifre, un peu le larbin de Ricochet, tandis que Ricochet il a fait sa petite carrière, si on peut dire. Bon, c'est vrai qu'il a gagné le titre des États-Unis, etc. Il a fait quand même des petites choses, mais Alexander pas grand chose. Donc c'est un peu ça qu'il lui dit. Voilà, enfin si t'étais dans mon écurie, moi je te redonnerais un petit peu du lustre, quoi. Mais Alexander il refuse, il l'a encore fait hier. Il veut pas rejoindre son écurie. Et les quatre, on va dire, hein, avec MVP et Lashley, les quatre s'affrontent un petit peu là. Hier on a eu Lashley Ricochet. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Lashley a gagné, Full Nelson. Et pareil, Alexander qui essaie d'intervenir et il se prend aussi une Full Nelson. Voilà, on en est un peu là. Apollo Crews aussi que MVP avait tenté de recruter, et pareil, il avait dit non. Donc, on a envie de dire, cette tentative de recrutement, ça pue quand même le heel turn. Ça pue le heel turn. Maintenant, le gros suspense, j'ai envie de dire, c'est de savoir qui va turner. Parce que c'est ça qui est intéressant, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est Crews? Est-ce que c'est Alexander? Ou est-ce que c'est même Ricochet, qui pour l'instant n'est pas dans les petits papiers de MVP, hein? Il est pas dedans, hein, pour l'instant. Mais peut-être que la surprise, ce serait que ce soit Ricochet qui turne. Peut-être pour relancer sa carrière, parce que c'est vrai que malheureusement, hein, il est gâché, mais comme Alexander, hein, ils sont au placard. On les voit surtout à mini-event. Et seulement là actuellement on les voit un petit peu plus à Raw, mais c'est vraiment pour jouer les utilités, hein. Surtout pour jobber et pour que notamment MVP et Lashley soient mis en valeur, hein, il faut le dire. Et donc voilà un peu les hommes en puissance, enfin la situation. Voilà, mais pour le pronostic, j'ai quand même envie de donner la conservation du titre par Apollo Crews, parce que bon, il est pas champion depuis très longtemps, hein. Et puis il y a une nouvelle ceinture donc qui est relookée. Ça serait quand même dégueulasse que ce soit MVP qui est déjà en plus en train déjà de se balader avec cette nouvelle ceinture, hein, il faut le dire, et que Crews on l'a même pas vu lui-même avec cette nouvelle ceinture alors que c'est lui le champion. C'est vrai que c'était bizarre que du coup ce soit MVP qui présente cette nouvelle ceinture, mais l'absence actuelle de Crews a dû, je pense, obliger de procéder ainsi. Donc, ce serait quand même dégueulasse que Crews perde déjà sa ceinture et en plus qu'il ne puisse même pas bénéficier de cette nouvelle ceinture.
relooké, ça serait un peu dégueulasse. Et puis bon, MVP il est pas là pour prendre le titre quoi, c'est quand même le vétéran. C'est à Cruz d'être mis en valeur depuis le temps hein, depuis le temps qu'il est aussi un peu au placard. Pour une fois qu'on le ressort un petit peu, ça serait vraiment très dommage pour Cruz de déjà voir son run stoppé brutalement. Donc je donne la victoire à Apollo Crews, la conservation, et Lashley, donc qui serait à ce moment-là le boss de fin, si je puis dire, pour SummerSlam, et avec possiblement un heel turn à venir. Peut-être Apollo Crews, hein, suite à une défaite donc de MVP, peut-être que du coup MVP va refaire le forcing sur Crews, et que Crews du coup va finalement accepter, et ce qui permettrait au moins d'avoir la ceinture US pour par procuration hein, pour MVP du coup. Hein, d'avoir Apollo Crews dans sa faction avec donc Lashley et MVP donc, et que ça se fasse aux dépens peut-être ce heel turn donc aux dépens de Ricochet ou d'Alexander, voire des deux à la fois, mais voilà, je pense qu'il va y avoir un truc comme ça, et peut-être que si le titre US n'est pas défendu, on aura peut-être un 2 contre 2 à Extreme Rules, à SummerSlam pardon, entre Ricochet Alexander et Crews Lashley ou Crews MVP, à moins qu'il y ait encore un 6ème homme dans l'histoire qui serait du côté des faces, mais là je vois pas trop là dans ce qu'il y a, je pense pas qu'ils vont ajouter un 6ème homme dans l'histoire, mais en tout cas il va y avoir un heel turn, peut-être Alexander ou Apollo Crews ou Ricochet. Ça c'est peut-être mon choix, mon 3ème choix, mon dernier choix dans ce qui pourrait se passer. Allez, match suivant, un match dont on a beaucoup entendu parler, un eye for an eye match entre Rey Mysterio et Seth Rollins. Alors ça fait très longtemps qu'on l'attendait ce match, puisque on pouvait s'attendre à le voir à Backlash déjà, ce match entre Mysterio et Rollins. Et ils ont attendu, puisque finalement on n'a pas vu ces deux hommes à Backlash, et on a eu du coup un long build-up, puisque voilà, ça a attendu, ça a commencé dès l'après Money in the Bank, hein, donc ça a duré quand même, ça fait 2 mois qu'on est là-dedans, avec Rollins qui a détruit l'œil de Mysterio, Dominic qui essaie de se faire justice lui-même, Rollins qui est toujours entouré par son disciple Murphy, mais à nouveau, donc comme je disais tout à l'heure, Austin Theory également, qui fait partie des hommes qui ont disparu des weekly et des shows télévisés. Encore un. Est-ce que c'est un dépush? Est-ce que c'est parce que Vince ne voulait pas de lui? Parce que effectivement c'était plus un chouchou de Paul Heyman, et que vu que Paul Heyman a disparu, peut-être que Vince lui ne voulait pas de Theory et qu'il a disparu? Ou alors c'est encore une histoire liée au Covid, à la sécurité, etc., etc. C'est toujours difficile de dire, de donner les raisons. Hein, comme c'est assez obscur, on n'en a pas, les news n'indiquent rien par rapport à l'absence de Theory. Donc pour l'instant, il n'y a plus qu'un seul disciple. Du côté de Mysterio, ils sont quand même nombreux, puisque durant cette feud, on a vu beaucoup d'hommes. On a vu donc bien sûr son fils Dominic, mais on a vu aussi Alistair Black. On a vu Humberto Carrillo, et on a même vu Kevin Owens. Donc il y a énormément de monde impliqué dans cette storyline, dans cette feud. Donc on voit que du côté face, il y a un surnombre. On a vu que Carrillo s'était fait curb stompé, on va dire, par Rollins sur les escaliers, et donc ça fait bien 2-3 semaines qu'on ne le voit plus. 3 semaines je crois. Donc je pense qu'il work son absence à cause de ce curb stomp. Il lui avait mis un masque avant de se faire curb stomper. Donc pareil, est-ce que Carrillo on va le revoir ou pas? Première chose. Est-ce qu'il va apparaître pour faire un heel turn? On n'en sait rien non plus. Carrillo, allez, admettons qu'on vire Carrillo de l'histoire. On a quand même Rey Mysterio, Dominic et Alistair Black, et même Kevin Owens, du coup, on peut le dire, ce qui fait une situation à 4 contre 2 avec Rollins et Murphy de l'autre côté. Donc on a envie de se dire, oui, un heel turn pour qu'on ait un 3 contre 3. Voilà. Et effectivement, là, se pose la question, évidemment pas Mysterio, mais Dominic, moi j'y pense beaucoup à son heel turn, même s'il va falloir le justifier, parce que c'est difficile de trahir son propre père, va falloir trouver une justification qui a du sens, ça va pas être facile. Alistair Black, c'est vrai qu'Alistair Black,
bon, il a un côté un peu dark, un peu loup solitaire qui effectivement il a pas vraiment grand chose à faire dans l'histoire, hein, si on peut le dire. Donc il aurait peut-être le meilleur profil pour tourner et se retourner contre Mysterio et rejoindre Rollins, d'autant plus que voilà, il y avait une petite tentative, hein, il y a plusieurs mois de cela, hein, lors des tout débuts de Rollins en tant que Messiah, il avait tenté de recruter Aleister Black. Aleister Black justement qui était déjà en feud avec Buddy Murphy à l'époque, hein. Donc ça pourrait être sympa de voir Black et Murphy à nouveau, mais cette fois-ci ensemble et non plus l'un en face de l'autre. Ça peut avoir du sens. Ou Carrillo, donc, qui reviendrait de nulle part. Kevin Owens, je l'exclus. Il n'y a aucune chance de voir Kevin Owens turner sur Mysterio. Ça n'aurait aucun sens. Et surtout de rejoindre Rollins, avec qui il se débat depuis un bon moment, qu'il a battu à WrestleMania, et qu'il a rebattu hier. Alors certes, il était très entouré, Owens, par ses copains, justement, par Mysterio et par Dominic. Donc c'était un peu et Aleister Black, donc c'était un peu du 4 contre 1, parce que Murphy était même pas là d'ailleurs, il était même pas là. Donc là, Rollins il était encerclé, et il a perdu. Ça m'a surpris d'ailleurs, il a perdu clean, avec un petit peu de guillemets, parce que bon, effectivement il était cerné, il s'est un peu fait distraire par tout le monde, et il a pris un stunner, et donc il a perdu face à Owens. Ce qui me fait dire que je pense qu'il y a plus de chances pour que Rollins gagne ce match. Déjà, parce qu'il y a eu cette défaite contre Owens. Donc je donne plus Rollins à cause de ça. Mais aussi parce que j'ai fait une petite recherche. Mine de rien, Seth Rollins n'a plus gagné de match de pay-per-view depuis très longtemps, puisque si on englobe tout, ça remonte au show saoudien. Donc si on englobe tout, c'est-à-dire avec les shows saoudiens y compris, ça remonte à Super Showdown, donc quand même en fin février. C'était donc en équipe justement, avec Murphy contre les Street Profits. C'était sa dernière victoire dans un pay-per-view. Mais si on exclut les shows saoudiens et qu'on remonte vraiment à un vrai show officiel, à un vrai pay-per-view de la WWE, alors il faut remonter carrément à Clash of Champions 2019 au mois de septembre. Ça fait 10 mois, et c'était une victoire contre Braun Strowman, hein. C'était le fameux pay-per-view où il avait défendu les titres par équipe avec Braun Strowman, et ensuite dans le main event il avait défendu son titre universel à nouveau, donc contre Braun Strowman. Donc ils avaient combattu deux fois, et c'était sa dernière victoire donc dans un pay-per-view officiel WWE il y a 10 mois. C'est quand même incroyable, et depuis il ne gagne plus rien pay-per-view. Effectivement, on l'a vu, hein. À WrestleMania il perd même 2 fois dans la même soirée, hein, contre Owens, hein. Il y a eu un DQ et puis après match no DQ et il perd à nouveau. À Money in the Bank il perd contre Drew McIntyre. À Backlash il était pas là. Et voilà, et donc on en est rendu à Extreme Rules, donc il ne gagne plus grand chose, hein, Seth Rollins, un pay-per-view, et donc je pense qu'il a vraiment besoin de cette victoire dans un pay-per-view. Pour moi elle est beaucoup plus importante, et puis bon, Mysterio c'est le vétéran, voilà, il n'a pas vraiment besoin de cette victoire, et puis bon merde, quand on y réfléchit, c'est quand même un match important, parce que ça va déterminer quand même l'avenir de la carrière de l'un et de l'autre, parce qu'imaginez, parce que j'en ai pas parlé, mais Eye for an Eye, le but c'est d'extraire l'œil de son adversaire. Ça va être gore. Alors évidemment, ça va être du CGI, ça va être des effets numériques, des effets spéciaux, bien entendu. J'ai un peu peur de ce que ça va donner, hein, au niveau qualité, niveau cohérence, crédibilité du résultat. On va voir. Oui, Rollins, s'il perd son œil, il va finir toute sa carrière à la WWE avec probablement un cache-œil, voire un œil de verre. Ça va être quand même compliqué de le voir comme ça, hein. Mais moi j'arrive pas à l'imaginer comme ça, hein. Parce qu'il va falloir rester comme ça dans sa gimmick, hein, toute sa carrière. En tout cas, s'il reste à la WWE toute sa carrière, il va être obligé de worker ça tout le temps, hein. Évidemment, hein. Donc ça va être compliqué, hein. Je le vois pas avec un cache-œil toute sa carrière, c'est pas possible. Mysterio, bon, je pense que c'est beaucoup plus jouable parce que déjà il est en fin de carrière. On dit aussi qu'il est même plus sous contrat. Donc, il est même plus sous contrat. Maintenant, voir s'il va re-signer ou pas, tout dépend de son fils aussi, parce que apparemment il émettrait des conditions. C'est qu'il y ait aussi son fils dans l'histoire, voir sa fille, bon bref. Il y a beaucoup de conditions, et puis il a l'air assez gourmand aussi niveau financier. Hein, c'est encore autre chose. Mais là, actuellement, il n'est plus sous contrat.
Donc il pourrait aussi le faire disparaître assez facilement en cas de défaite. Et que du coup, bah voilà, il passe le relais à son fils. Maintenant, est-ce que son fils a le niveau? Voilà, il a fait l'école de Landstorm, certes. On l'a vu faire 2-3 interventions, 2-3 petites choses. Voilà, on l'a vu avec Lesnar, voilà. Maintenant, est-ce qu'il peut tenir un match? Ça semble un peu léger, je pense. On peut faire un Rollins Dominique à SummerSlam, peut-être. Est-ce qu'il va porter le masque de son père aussi? Maintenant, bon, on connaît son visage, donc c'est un peu moins. Je trouve que pour moi, un catcheur dont on connaît déjà le visage, s'il porte un masque, pour moi, je trouve que c'est un peu moins fort symboliquement. Quand on connaît déjà le visage de la personne, quoi. Et puis voilà, bon ben si les Mysterio devait revenir plus tard, bon, et admettons que ce soit pas son match de retraite, et ben avec son masque, il peut, d'ailleurs il le fait actuellement, hein, avec son œil qui avait déjà été blessé, il a une espèce de cache-œil sur son masque. Donc avec son masque, il pourrait masquer les choses. Ça serait peut-être plus facile à faire pour lui que si c'est Rollins qu'on va être obligé de voir pendant toute sa carrière, en tout cas tant qu'il sera à la WWE. On va le voir avec un cache-œil ou avec un œil de verre. Enfin, ça va être très compliqué. Hein. Moi, je n'arrive pas à le voir. Et donc, pour moi, Rollins doit s'imposer. Et donc, il va y avoir sûrement, enfin, je pense, un retournement de situation. Il va y avoir un heel turn. Quelqu'un va rejoindre la faction, ce qui peut aussi expliquer pourquoi Theory n'est plus là. Il y aura peut-être un remplaçant. Et Rollins, bah, il va falloir recruter. Je le disais déjà il y a un mois, il y a 2 mois. Il faut recruter Seth Rollins. Monsieur Messiah, c'est plus possible. Là, tu peux pas être tout seul. Tu peux pas être tout seul avec Murphy, quoi. C'est trop, c'est beaucoup, c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Il faut être au moins 3 au total, voire 4. Voilà, 3 autour de lui. Voire, ouais, 2 ou 3 autour de lui, minimum. Parce que là, c'est vraiment cheap, hein. C'est cheap, là, d'avoir que Murphy. Alors, à moins d'un retour de Theory aussi. Peut-être que Theory va revenir pendant le show, hein, aussi. Mais il faut que quelque chose se passe. Un twist, voilà, un twist, mais victoire de Seth Rollins, et puis voilà, Mysterio, un œil en moins, et bye bye, et on passera à autre chose à SummerSlam, Dominique, Black, face à Rollins, un truc par équipe, enfin bref, on va voir comment ils vont faire, mais il y a plusieurs choses, plusieurs possibilités, vu tous les hommes qui sont en place. Cario qu'on ne voit plus, peut-être que c'est Cario qui va tourner, hein, sait-on jamais, donc on verra bien, en tout cas, niveau catch, ça sera sûrement un bon match. Maintenant, bon ben, vu le but du match, hein, vu qu'il n'y a pas de tombée, il n'y a pas de soumission, j'espère que King Ring ça va suivre. Le match, on sait qu'il va être enregistré, bien entendu, hein, à cause des effets spéciaux. Ça devrait avoir lieu une ring, hein, ça va pas avoir lieu dans un lieu extérieur. Maintenant, ça risque d'être overbooké, hein. Très très overbooké vu tous les hommes qu'on a vus dans la storyline depuis 2 mois. Allez, match suivant, Bayley contre Nikki Cross pour le titre féminin de SmackDown. Nikki Cross qui avait gagné un Fatal 4-Way donc il y a quelques semaines pour devenir challengeuse numéro 1. Elle avait fait le pin sur Lacey Evans, hein, elle était un peu opportuniste, hein, puisque Lacey Evans venait de porter une women's right sur Dana Brooke, et puis juste derrière elle fait un roll-up à Lacey Evans, et donc Cross s'impose comme ça, et on a vu que, bah, étonnamment, dans un segment, je pense que c'est le pire segment qu'on ait vu en 2020, c'est le segment karaoké là de vendredi dernier qui était affreux, et qui a en plus abouti à un heel turn de surprise de Lacey Evans, hein, toute évidence, hein, qui s'en est pris à Naomi. Donc c'est très étonnant. Bah, justement, ça peut nourrir éventuellement, hein, une feud à venir entre Nikki Cross et Lacey Evans, peut-être pour SummerSlam, du fait que justement Nikki Cross avait gagné ce title shot, hein, en surprenant Lacey Evans qui venait de porter une women's right, donc elle avait quand même match gagné. Donc c'est vrai que Lacey Evans aurait des raisons de s'en prendre à Nikki Cross si Nikki Cross devenait championne. Donc oui, ça peut s'écrire à l'avenir. Maintenant, on le sait, Bayley, Banks, bah, elles sont faites pour s'affronter à SummerSlam pour le titre de Bayley, le titre de SmackDown. Donc non, franchement, je ne vois pas de changement de titre. Nikki Cross, ça va être la challengeuse de transition. Maintenant, elle le mérite beaucoup, hein, Nikki Cross. Je pense qu'elle est un peu à l'instar d'Asuka, un peu là, à la période de WrestleMania, Money in the Bank, etc. Ouais, elle avait été très divertissante. Nikki Cross en prend un peu le même chemin actuellement. Voilà, elle est toujours très dynamique, très drôle, très bondissante, on va dire.
et dynamique, ouais, très punchy. On la voit avec Michael Cole, toujours très gentil avec lui, protectrice. C'est une vraie pile électrique et c'est vrai que elle dynamise un peu les shows, elle divertit. Donc il y a un peu ce côté-là aussi. Je pense qu'on la récompense à travers ça. Maintenant, à la récompenser jusqu'à lui donner le titre, je ne pense pas. Bayley Banks, c'est une énorme storyline là, c'est la plus grosse, hein, mine de rien, c'est la plus grosse storyline là pour SummerSlam. C'est la grosse storyline principale qui est bâtie depuis des mois et des mois, et c'est cette histoire qui doit aller à son terme jusqu'à SummerSlam pour que qu'il y ait ce fameux match Bayley Banks pour les titres, pour le titre féminin de SmackDown. Et ce turn, parce qu'il faut bien qu'il y ait un turn pour qu'on arrive à ça, il doit arriver lorsque Bayley et Banks perdront les titres par équipe. Pour moi, il y aura une friture sur la ligne, il se passera quelque chose, un coup malencontreux, et c'est là que ça va partir en sucette et que voilà, ça va partir enfin vers SummerSlam et ça va splitter. De toute façon, en vidéo package, hein, pour promouvoir le match, il y a déjà des milliers d'images. Hein, elles ont montré à Raw. Hein, on avait déjà vu ce vidéo package. Il y a énormément d'images déjà, hein, puisqu'on les voit tout le temps, hein, avec l'absence de Charlotte actuellement et de Becky Lynch. On ne voit plus que Bayley et Banks actuellement. Hein, elles se baladent entre Raw, SmackDown et même un petit peu à NXT. On ne voit plus qu'elles. Donc c'est sûr que il faut qu'il y ait un match entre les deux pour le titre. Hein. S'il n'y a pas de titre, ce serait dommage. Ce serait quand même con que les deux s'affrontent pour pas qu'il y ait un titre derrière. Donc pour moi, victoire de Bayley, conservation. Maintenant, oui, il peut y avoir du grabuge à l'extérieur, Banks, Bliss. Je pense pas qu'il y aura de turn entre Cross et Bliss. Hein. Pour moi, ça marche trop bien ensemble. Je pense que Vince les aime bien toutes les deux ensemble. Je ne pense pas que ça va splitter entre les deux. Par contre, c'est plus Bayley et Banks qu'on attend. Hein. Ça paraît évident. Mais en tout cas, pour moi, s'il doit y avoir une gagnante, à votre avis, qui c'est? Ding dong! Bayley. Bayley, bien entendu. Il y a vraiment, pour moi, pas de surprise, pas de suspense. Victoire de Bayley. Match suivant. On en parlait un petit peu déjà. Match de championnat féminin de Raw entre Asuka, la championne, et The Role Model, The Blueprint, The Standard, The Conversation, The Boss, Sasha Banks, qui, alors là, est réhabilité de ouf, hein, après une sacrée période, une traversée du désert assez apocalyptique, où elle enchaînait les défaites, et là, elle est sur une série, elle était sur une grosse série de victoires depuis quelques semaines. Elle gagnait non seulement pour elle-même, mais aussi pour son duo avec Bayley. Hein. Elle faisait les pins. Elle enchaînait, là même, on l'a vu notamment à Backlash. Hein. Celle qui avait fait le pin en opportuniste sur Alexa Bliss. Hein. Elle avait permis à son équipe de conserver les titres. Elle enchaînait les victoires. Bon, malheureusement pour elle, il y a eu une fin de série. Puisque, mais bon, la série s'est brisée. Quand même, face à Yoshirai à NXT, donc c'est quand même pas n'importe quoi, et en plus, c'était protégé parce qu'elle se prend quand même un green mist justement de la part d'Asuka, ce qui l'a aveuglé, et derrière, finalement, Yoshirai a fini par l'emporter avec son moonsault. Voilà, donc c'était une fin de série, mais c'était quand même face à la championne NXT, donc c'était quand même pas déshonorant. Donc, Sasha Banks était vraiment sur une bonne dynamique, hier, elle a gagné encore, hein. Elle a gagné puisqu'il y a eu un nouveau match de championnat par équipe face aux Kabuki Warriors, hein, et Sasha Banks et donc Bayley, et c'est Sasha Banks qui a permis encore à son équipe de conserver les ceintures avec un back statement porté sur Kairi Sane, hein, une très belle manœuvre d'ailleurs, un forearm glissant de la part de Kairi Sane, esquivé, elle passe en dessous et hop, elle enchaîne avec un back statement. C'était très très bien fait cet enchaînement. Voilà donc une Sasha Banks qui est vraiment qu'on remonte là, qui est remise vraiment sur un piédestal, probablement justement pour préparer le match face à Bayley, hein. Et là, elle est quand même très très en valeur pour être la challengeuse numéro 1, hein. Ça s'écrit tout seul, et ça s'écrit vraiment tout seul, et je vois pas autre chose. Donc pour le résultat, le pronostic, conservation du titre par Asuka, qui toujours fait un excellent travail, omniprésente aussi, hein, depuis quelques semaines, hein, depuis qu'elle est championne, elle est au four et au moulin, on la voit beaucoup aussi.
et elle fait un excellent travail. Elle a repris le flambeau de Becky Lynch d'une main de maître. Hein, voilà. Maintenant, en même temps, c'est Asuka. Hein. On connaît sa qualité, son côté showgirl, on peut dire. Elle est vraiment très très efficace sur le ring et en tant que entertainer, si on peut dire, de performeur. Donc, Asuka, elle doit continuer. Et justement, alors, j'ai regardé Raw Talk, hein, le petit show qui a juste après, le post-show de Raw cette nuit. Les Kabuki Warriors étaient invités, et Kairi Sane a également montré des petites velléités en disant, Kairi Sane, I'm ready for Asuka. Donc même Kairi Sane montre des petites velléités. Elle aimerait bien aussi affronter sa copine, et Asuka, elle était d'accord, hein. Elle était d'accord. Donc, pourquoi pas Kairi Sane contre Asuka à SummerSlam. Ça serait beau, et peut-être même pour les adieux, peut-être de Kairi Sane, hein, parce qu'on dit qu'elle est sur le départ, même si rien n'est sûr, hein. Mais elle repartirait peut-être au Japon, hein, pour un dernier run avant la retraite. C'est ce qui se dit. Et sinon, comme par hasard, on ressort du placard Shayna Baszler, qui avait disparu de la circulation depuis de nombreuses semaines, qu'on va revoir à Main Event, là d'ailleurs, cette semaine. Bref, mais dans les weekly de Raw, elle avait complètement disparu de la circulation, hein, mais coucou Vince, hein, au passage, hein, évidemment. Et elle est ressortie du placard cette nuit, en détruisant des ninjas. N'importe quoi, bref. Mais elle a montré que sa patience avait des limites, et qu'elle en avait marre là, de ces pseudo-championnes là, et que elle voulait montrer à toutes ses filles une dose de réalité, hein, une vraie dose de réalité, et que c'était elle la réalité. Voilà, une promo assez badass. Elle s'est remontrée là, elle a remontré ses ambitions. Donc Shayna Baszler, on va peut-être la remettre aussi en valeur pour SummerSlam. De toute façon, je pense qu'il n'y a plus que deux possibilités, puisque Nia Jax, je pense que Nia Jax là, ça pue pour elle. Elle est encore au placard, elle, pour le coup. Et je pense que, voilà, vu toutes ces casseroles, je pense que Nia Jax, on ne la reverra pas pour SummerSlam. Par contre, il n'y a plus que deux options. Shayna Baszler ou Kairi Sane. Je pense qu'il n'y a plus que ça, puisque évidemment, on sait, Charlotte, elle a une opération mammaire à faire. Donc, elle en a pour un certain temps. SummerSlam, c'est dans un mois et demi à peu près. Est-ce qu'elle pourrait revenir à temps? Je suis pas sûr. Ça aussi, c'est très très incertain aussi. Le retour de Charlotte, hein, c'est un peu incertain. Maintenant, je pense que on ressort Shayna Baszler un peu comme un plan C, on va dire, et qu'elle ressort pas pour rien. Et ça pourrait être une très très belle affiche que j'attends depuis longtemps, hein, entre Asuka et Baszler, qui avait été très protégée, hein, cette affiche. Donc, je verrai bien ça. Et sinon, Kairi Sane en plan D, si je puis dire. Donc, conservation d'Asuka dans un match qui pourrait être très très bon, peut-être un peu overbooké encore, et qui pourra dépendre peut-être du résultat du match précédent, donc entre Bayley et Cross, hein. Ou alors inversement, hein, parce qu'on ne connaît pas encore l'ordre des matchs, bien sûr, mais peut-être que du résultat de l'un dépendra le résultat de l'autre. Faudra suivre ça avec attention. Match suivant, Drew McIntyre qui défendra son titre WWE contre Dolph Ziggler dans une stipulation encore inconnue, puisque comme vous pouvez le voir sur le visuel, Dolph Ziggler picks the stipulation. Et oui, il est malin le Dolph Ziggler, qui ressort un peu de façon étonnante comme challenger numéro 1 pour McIntyre, puisque c'est vrai que les débuts de McIntyre dans le main roster, c'était en compagnie de Dolph Ziggler, dans un duo un peu à la Diesel Shawn Michaels en quelque sorte, et ils avaient récupéré notamment les titres de Raw, hein, à un moment donné, donc c'était un duo qui fonctionnait bien. Et Dolph Ziggler, il raconte un peu que en gros c'est lui qui l'a sorti du chômage, que sans lui il serait un loser, encore au chômage, et que sans lui il serait jamais champion de la WWE, il aurait jamais battu Brock Lesnar, etc., etc. Donc en gros tout ce qui arrive actuellement de positif pour McIntyre, en gros il le doit à Ziggler, hein. C'est un peu ça l'histoire, hein, qu'on nous raconte. Il est même allé jusqu'à aller chercher Heath Slater, hein, qu'on n'attendait pas, qui
qui était encore dans sa clause de 90 jours, donc c'était pour ça qu'on pouvait encore le voir, hein, mais là, justement, à l'heure à laquelle je vous parle, les 90 jours, justement, s'arrêtent là. Donc là, la clause va s'arrêter là, les 90 jours. On va sûrement le revoir du côté d'Impact ce week-end, hein, pas impossible. Bref, ça c'est autre chose. Mais Heath Slater, donc on a revu dans un segment très émouvant. Hein, il a été très, il a parlé vrai. Il a parlé vrai. Et il lui a rappelé à McIntyre, ouais, tu m'avais promis dans The Bump, hein, dans l'émission The Bump, qu'on s'affronterait. Hein, on est quand même des vieux potes. Tu m'avais promis un match. Et sauf que du coup, je te rappelle que quand t'étais au plus bas, quand t'étais viré de la WWE, je t'appelais tout le temps. Je t'appelais tout le temps. Je prenais de tes nouvelles. Et moi, quand j'ai été viré, donc il a parlé quand même de son éviction. Slater, il a parlé de son éviction qui est réelle. Hein. Lorsque j'ai été évincé, on va dire, t'étais où? T'étais où, Drew? Tu m'as complètement abandonné. Voilà, t'es parti là avec ta ceinture là et t'as oublié l'essentiel, t'as oublié l'amitié en fait, et t'as oublié ta promesse que tu m'avais faite de m'affronter. Et du coup, il lui donne une gifle. Il dit et là, tu vas accepter ou pas là? Et puis bon, Drew, il lâche et puis il dit ok, you've got it. Et puis bon, ils ont leur match. Bon, qui n'aura duré que 23-24 secondes. Il aura juste eu le temps d'enlever son t-shirt. Heath Slater, il se prend un Claymore, terminé quoi. Ça a été très rapide. Ziggler qui s'en prend ensuite à Slater. McIntyre était déjà parti. Et il revient pour sauver son ami et finalement faire une dernière célébration pour les adieux très émouvants. Et un câlin, un gros câlin avec Slater, entre Drew et Slater, pour donc les adieux de Slater à la WWE. C'était un très bon moment, j'ai bien aimé ce segment. Maintenant bon, les Slater, on le verra pas dans ce match, on le verra pas intervenir. Même en plus ce match, il est censé être en direct, hein, il est pas enregistré ce match, donc on est au-delà de la clause des 90 jours. On va pas revoir Slater. Et puis le segment était fait vraiment pour lui dire au revoir. Hein, c'était vraiment fait comme ça, donc on le reverra pas. Mais ce qui est intéressant évidemment dans ce match, en dehors du fait qu'évidemment, oui, McIntyre pour le pronostic il va gagner, c'est sûr à 1000%, bien entendu qu'il va gagner. Ziggler, c'est encore un adversaire de transition, il va encore jouer la carpette, hein, comme il l'a fait des dizaines de fois dans sa carrière. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la stipulation, où là, évidemment, l'éventail de possibilités est énorme. Alors oui, j'ai deux trois petites idées que je peux vous donner. Il y a juste une seule chose qu'on sait, et qu'il a dit à The Bump, c'est que c'est une stipulation qu'on n'a jamais vue auparavant. Jamais. Donc, ça attise notre curiosité. Bannir le Claymore, un no Claymore match. On a déjà vu ce genre de choses, hein, de bannir la prise de l'autre, donc je ne pense pas que ce soit un no Claymore match. Moi, j'ai deux idées, on va dire, qui sont proches. Je dirais, soit une stipulation où Ziggler, lui, un tombé et il est champion, versus 3 tombées à faire pour McIntyre. McIntyre aurait 3 tombées à faire pour s'imposer, alors que Ziggler n'aurait besoin que d'un seul tombé. Ou d'une soumission, bien sûr. Ça pourrait être intéressant, et ça pourrait vraiment faire handicap, puisque évidemment Ziggler il peut choisir la stipu, et c'est McIntyre qui lui a offert cette possibilité, hein, il faut le rappeler. C'est McIntyre qui lui a offert cette possibilité, en grand seigneur, en grand badass qu'il est, en grand courageux. Vas-y, choisis la stipulation que tu veux. Oui, il faudra que ce soit son avantage. Donc peut-être 3 tombées à 1, voilà, un truc comme ça, ou pour s'imposer, il faudra que Ziggler n'a besoin que d'un compte de 1, voire de 2. C'est-à-dire que Ziggler, McIntyre, comme vous le voyez depuis quelques temps, il fait beaucoup de kick-out à 1. Peut-être que McIntyre va devoir faire des dégagements à 1, voire à 2 à chaque fois. C'est-à-dire que Ziggler, il faudrait juste qu'il y ait un tombé à 1 pour s'imposer, voire à 2. Voilà, des tombées à 2. S'il se relève qu'à 2, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, quelque chose un peu comme ça. On raccourcit le tombé pour que McIntyre ait vraiment beaucoup plus la pression pour se dégager. Et Ziggler, lui, par contre,
il faudrait que qu'il se fasse couvrir pour le compte de 3 pour perdre. Donc un règlement normal pour Ziggler, mais par contre McIntyre, lui, il va falloir qu'il cale très très vite. Hein, dégagement mitraillette. Voilà. C'est l'une de ces deux idées-là que j'aurais. C'est pas vraiment extrême, vous me direz, mais je vois pas de choses vraiment horribles qui irait avec le côté horreur. Même si on revient sur l'historique entre les deux hommes, j'ai rien qui me vient à l'esprit. McIntyre, il a détruit l'araignée d'Eric Rowan, mais bon, il a pas peur des araignées, donc tu vois, il pourrait y rajouter une araignée. Bon, c'est complètement débile. Non. Je vois un petit truc comme ça, avec un truc qui irait à son avantage, mais Ziggler, il va se prendre un gros Claymore dans sa face, que ce soit pendant le match ou après le match, ça dépendra s'il y a un no Claymore match ou pas, mais il va faire le gros bump, il va vendre le Claymore comme jamais, ça c'est sûr qu'il va valdinguer, un peu comme il avait fait Goldberg, où c'était pris des spears, où il avait valdingué, mais comme jamais, il s'est bumpé. Ziggler, on faudra lui faire confiance pour ça, il n'y aura pas de problème, et le match peut être très bon, il peut être très qualitatif, on peut passer, 10, 12 minutes, très sympathique, très divertissante. Voilà, sans overbooking, sans intervention extérieure ou de Heath Slater ou de je ne sais qui d'autre. Pas la peine. Réglez ça entre vous. Et voilà. Alors après, attention, il peut aussi ajouter, faire un handicap match et rajouter 2-3 hommes avec lui. Il peut se faire un 4 contre 1, mais c'est pas inédit. Vers des trucs à 3 contre 1, 4 contre 1, je pense pas que ce soit inédit. Donc moi j'attends vraiment quelque chose de novateur et donc d'original. Mais victoire bien sûr de McIntyre, puisque on sait déjà, il y avait des chances pour qu'il affronte Brock Lesnar à SummerSlam, mais visiblement les plans sont tombés à l'eau. Et pareil, Edge devait affronter Randy Orton à SummerSlam pour dire la belle entre les deux, sauf que il est blessé, Edge, du coup c'est aussi tombé à l'eau, c'est pour ça qu'on parle vraiment, il y a de bonnes chances, de très fortes chances pour que McIntyre défende son titre contre Randy Orton à SummerSlam. Voilà, c'est le plan, et donc ce qui veut dire donc que McIntyre va conserver, ça évidemment, et il pourrait même perdre son titre face à Orton, soit à SummerSlam, soit plus tard, mais en tout cas il pourrait perdre son titre, et qu'on ait pour le retour de Edge, donc pas avant 2021, on parle du Rumble, Orton contre Edge pour le titre de la WWE, donc avec Orton champion, et dans le but que donc Orton conserve son titre contre Edge, et qu'on ait possiblement en WrestleMania 37 de l'année prochaine, un rematch, McIntyre-Orton pour le titre, et dans le but que McIntyre récupère sa ceinture et qu'il ait enfin son WrestleMania moment avec du public. Voilà le but de l'opération, que McIntyre puisse enfin avoir sa vraie célébration, celle qu'il aurait dû avoir depuis déjà cette année, qu'il n'a pas pu avoir. C'était regrettable, c'était vraiment dommage, et mais ça permettrait de réparer l'histoire, de corriger l'histoire, et avec un an de retard. C'est un peu dommage, mais ça risque d'arriver, puisque Orton, on le remet vraiment bien en lumière, Legend Killer, très menaçant, et puis il va sûrement battre le Big Show. Et peut-être que dès lundi prochain, une fois que McIntyre aura défendu et conservé son titre, il va peut-être sauver le Big Show ou alors intervenir, faire quelque chose pour commencer déjà à builder SummerSlam. Et puis, à mon avis, je verrais bien Orton s'en prendre à Ric Flair, carrément, il lui porter un punt kick sur Big Show, punt kick sur Ric Flair, et hop, on dégage les légendes, et là, McIntyre qui vient faire le save, et là, on part sur SummerSlam. Voilà le plateau. Comment je vois les choses. Allez, on termine avec le dernier match officialisé. Braun Strowman, champion universel contre Bray Wyatt dans un Wyatt Swamp Fight. À noter que le titre universel ne sera pas en jeu. Il ne sera pas en jeu. Donc c'est une donnée intéressante et même importante. Alors c'est pareil. Alors c'est malheureusement le build-up est très light parce qu'on se tape que soit on se retape la rediffusion du match de Money in the Bank qu'on a eu vendredi dernier, ou alors des petits clips qui rappellent un peu les débuts, Wyatt, Strowman dans la Wyatt Family. Il y a un petit côté d'ailleurs Ziggler McIntyre, en gros Wyatt c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a façonné Strowman, il a commencé comme ça et puis il a fini par
se développer et s'envoler de ses propres ailes. Voilà. Et on raconte une histoire comme ça. Voilà, on l'a eu un peu au Money in the Bank. Strowman avait conservé son titre. Et on avait vu dans le regard de Wyatt une petite image un peu subliminale du Fiend, qui évidemment se fait toujours attendre. Depuis WrestleMania, il n'est toujours pas apparu. Il n'est toujours pas réapparu, le Fiend. Et je pense qu'on le conserve, on le garde au chaud pour SummerSlam. Donc je pense que... Donc c'est un match de marécage, hein, il faut le dire. Donc c'est un match dans un marécage qui va être filmé. C'est un vrai match cinématique. Ça va être le seul véritable match cinématique, j'ai envie de dire, parce que bon, j'ai pas vraiment envie de considérer le Eye for an Eye comme un match cinématique. Il y aura des effets spéciaux, mais je pense que ça va être un vrai match in ring. Donc j'ai pas vraiment envie de le considérer comme un match, comme un ciné-match. Le bar fight, ça pourrait aussi l'être s'il est dans le pay-per-view. Mais sinon, je pense que ça sera le seul véritable match cinématique. Il a déjà été tourné à l'heure qu'il est. Il y a eu des cascades apparemment. Il y a eu des cascades. Donc ça va être très spectaculaire. On va voir des alligators, donc des marécages. Vous voyez un peu le décor. On est en Floride, hein, donc évidemment les Everglades, c'est une zone très connue pour ça, où il y a vraiment ce qu'il faut. Comme je vous l'ai montré dans ma vignette, le Skinner, hein, qui est un vieil gimmick hein, de la VVE, pourquoi pas un petit caméo, hein. Après tout, on a vu un Doink de chez Wish hein, qui était dans le match du Money in the Bank. Donc pourquoi pas le Skinner qui pourrait faire une petite apparition, ce serait rigolo. Et peut-être Eric Rowan. Je serais très surpris, mais pourquoi pas Eric Rowan qui viendrait faire gagner Wyatt. Alors lui aussi, il est en dehors de la clause maintenant. Le match ayant été enregistré, il serait encore dans la clause. Il serait encore réutilisable, si je puis dire. Donc peut-être qu'il fera juste une dernière apparition, un peu comme Heath Slater. Hein, une dernière petite apparition, mais juste un one shot. Pas pour que ce soit... pas pour qu'on le revoie par la suite. Petite intervention d'Eric Rowan ou Eric Redbeard, hein, mais il est plutôt prêt pour prendre des shows, faire des shows indépendants. Il est plutôt prêt pour ça. Je pense pas qu'il ait de suite à la VVE pour Rowan. Et puis voilà, il se fait appeler Eric Redbeard maintenant, donc je ne pense pas qu'on le reverra. Mais peut-être juste pour un caméo, donc un petit clin d'œil. Et ne pas oublier Otis. Ne pas oublier Otis, qui est toujours bien sûr le détenteur de la mallette, qui se fait oublier aussi. Encore un qu'on ne voit plus. Toujours pareil. Est-ce que c'est pour mieux se faire oublier en tant que détenteur de la mallette et de mieux nous surprendre? Ou alors, pareil, est-ce que c'est encore par sécurité, pour les Covid, etc., etc. Ça fait encore partie des mystères qui entourent certains catcheurs absents des écrans depuis quelque temps. Mais tout dépend de la présence ou pas d'un arbitre. Parce que le problème, c'est qu'on ne connaît pas la stipulation du Wyatt Swamp Fight. Comment gagner le match? On n'en sait rien en fait. Ça va être dans les marécages, ok, il va y avoir des cascades, mais est-ce qu'il faudra se faire bouffer par un alligator? Est-ce qu'il faudra se faire noyer? On n'en sait rien en fait. On n'en sait rien, donc je sais pas du tout ce que ça va donner comme match. Ça peut être sympathique, ça peut être... j'ai pas envie de le juger, j'ai pas envie de dire ah oui, ça va être de la merde ou je ne sais quoi. On va juger après. Hein, soyons pas idiots, on jugera après, on en reparlera lundi prochain, voilà, et on fera le bilan après. On verra bien ce que ça donne. Voilà, le Boneyard, on n'était pas sûr que ça allait donner quelque chose de bien, et puis finalement au final c'était très sympa. Donc le Firefly Funhouse, ça a été très particulier, mais c'était quand même très qualitatif, très intelligent comme match. Wyatt apparemment a mis sa patte aussi, il s'est impliqué dans le match, dans la production, la réalisation de ce match, avec Triple H notamment. Je crois qu'il y a Jeremy Borash aussi qui est dedans. Donc, si Wyatt arrive à donner un petit peu ses idées, ça peut être intéressant, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est intelligent et qui a une vraie créativité en lui, et je pense que même s'il sort du catch d'ici quelques années, je lui verrai bien une carrière au cinéma, aussi bien devant que derrière la caméra, hein, d'ailleurs. Je le verrai bien, je pense qu'il a vraiment un esprit créatif, il a du génie en lui, je pense. Il a vraiment quelque chose, je pense qu'il pourrait vraiment faire des choses très intéressantes, et même dans le domaine du catch, hein. Peut-être qu'à l'avenir, peut-être qu'à un moment donné, il va arrêter le catch et
et qu'il il sera peut-être dans l'équipe créative. Bon, c'est difficile de prévoir son avenir, mais il a vraiment des choses, je pense, des choses intéressantes à proposer. Donc j'ai hâte de voir quand même ce match. Le résultat, donc je donne la victoire à Wyatt, parce que justement le titre n'est pas en jeu, et que ça permettrait d'avoir un peu un nouveau match numéro 3, hein, c'est un peu le même raisonnement que pour Sheamus Jeff Hardy. Je donnerai la belle, puisque évidemment l'avantage c'est que Wyatt il a plusieurs gimmicks, hein, c'est un peu à la Mick Foley, ou un peu à la Matt Hardy. Donc on joue la montre avec les différentes gimmicks de Wyatt. Et donc on a eu on va dire le mec de la Firefly Funhouse, donc au Money in the Bank. Là on va avoir plutôt le Eater of Worlds, donc vraiment le Wyatt des débuts, hein. It's got the whole world in his hand. Voilà, donc c'était vraiment le daron là sur son rocking chair. Donc comme vous voulez, c'est un peu sur l'illustration, sa chemise à fleurs, son chapeau. Donc ce sera lui qu'on verra. Mais attention, rien ne nous dit qu'on ne verra pas les différents visages de Wyatt durant ce match. Hein. On verra peut-être le retour du Fiend, on verra peut-être le monsieur Firefly Funhouse, peut-être le hôte de la Firefly Funhouse, on verra peut-être les marionnettes aussi, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais voilà, donc comme la ceinture n'est pas en jeu, je pense que c'est une façon pour Wyatt de gagner le match, tout en conservant la ceinture à Braun, et de booker le label, on va dire, pour SummerSlam, et qu'on en termine une bonne fois pour toutes, et cette fois-ci, avec le Fiend. Tant qu'à faire, avec le Fiend. Alors après, on verra si le Fiend récupère la ceinture ou pas, qu'il n'aurait, je pense, jamais dû perdre face à Goldberg, bref. Mais peut-être que ça va permettre de corriger cette erreur, même si ça serait un peu chiant pour Strowman, mais en même temps, Strowman, regardez son règne, hein, il est pas terrible. Hein. Il est pas terrible, parce que le 2 contre 1 contre John Morrison et le Miz, à Backlash, c'était une horreur, hein, comme tous les matchs handicap, et on le fait faire de la merde, hein, c'est toujours la bête de foire, hein. Donc et son règne, il est vraiment pas top, et puis on le voit pas beaucoup, hein. On le voit pas beaucoup, Strowman. Il a fait j'ai bien aimé sa promo. Il y a 3 semaines, je pense, où il a fait une belle promo, je trouve. Je me demande même si c'était pas la meilleure de sa carrière. Où il a raconté un peu une vieille histoire, où il a vu que finalement c'était un démon. Où il s'est rendu compte que c'était un vrai démon, Wyatt. Il avait raconté une belle histoire, un peu inquiétante, et je trouvais que sa promo était vraiment de qualité. Je vous invite à la revoir. C'était à SmackDown il y a 3 semaines ou 3 semaines, un mois, pas plus. C'était vraiment pas mal. Malheureusement, on n'a rien eu d'autre. Et Wyatt, il est très absent, très absent du build-up. Hein. On n'a que des vidéos. C'est très light, très light. C'est ça qui m'embête, quoi. Mais je donne donc la victoire à Bray Wyatt, en attendant donc le Fiend pour SummerSlam. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les pronostics de The Horror Show at Extreme Rules. J'espère que ça vous aura plu. Désolé, j'ai fait 1 heure. Il y avait beaucoup de choses à dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve lundi, voire mardi, au plus tard, pour la review. On en reparlera. Je pense que ça va être un show de transition, donc on ne va pas s'attendre à beaucoup de changements de ceinture. Je pense qu'il n'y en a même aucun, hein, comme je vous ai dit dans mes pronostics. J'en vois aucun. Donc, à moins d'une surprise, mais je pense qu'on part directement encore vers un nouveau filler pour filer vers, justement, sans jeu de mots, vers SummerSlam. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner à ma chaîne et de partager. J'ai besoin de cette visibilité, ça me ferait très plaisir. Je passe mes amitiés à Jay Maxence et à Papy Catch, hein, avec qui je converse régulièrement sur Discord. Mes salutations distinguées. Merci à vous. Passez une bonne semaine, portez-vous bien. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et zéro miedo.